Très heureux de vous avoir, très nombreux, vous qui nous suivez partout. Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro des magazines Entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons recevoir un grand entrepreneur, coach et formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ici, il s'agit de l'expert Grégoire Minga qui va nous faire un point sur, après la Covid, comment retrouver un bon financement dans le pays et les entrepreneurs qui doivent faire en sorte que les choses aillent mieux. Pour ce faire, le présenter, ça sera très compliqué. L'homme avec plusieurs casquettes, j'aimerais parfaitement que lui-même puisse se présenter, afin que vous, les entrepreneurs, vous puissiez obtenir quelque chose de très important de sa part. Pour aujourd'hui, une fois de plus, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure dont vous aurez le temps de suivre votre magazine Entrepreneuriat, le rendez-vous bien sûr des entrepreneurs en République démocratique du Congo. Bonjour Monsieur Grégoire. Bonjour Monsieur le journaliste. Je commence par vous remercier pour cette invitation sur votre plateau, mais également je m'en vais me présenter comme vous l'avez dit. Oui. Et je suis d'une formation d'abord académique, licencié en droit à l'université de Kinshasa. Et je me spécialise dans le droit des affaires. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'avoir une spécialisation avec une certification internationale au Japon, où j'ai suivi la formation sur la gestion d'entreprise, la stratégie de relance sur les entreprises. Mais pour le cadre qui nous reçoit aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la relance économique après Covid. Et j'ai eu à tenir déjà, il y a une semaine passée, une conférence là-dessus, où le thème était la relance économique après Covid-19, stratégie et résultats. Voilà. Oui. Et j'ai une approche qui est au même moment pédagogique, mais une approche contributive à la chuterture de notre économie, et ceci intéresse beaucoup plus les autorités politiques qui doivent tenir compte de ces contributions pour finalement assurer la relance de notre économie. Je suis parti d'abord d'une analyse du cadre macroéconomique pour le cadre microéconomique. Sur le cadre macroéconomique, j'ai compris que c'est l'économie informelle qui est en train de tenir 70% ou 80% de notre économie nationale. Oui. Puisque on n'a pas la chance aujourd'hui en RDC de citer ne fût-ce que 5, 10, 20 entreprises fortes, importantes de nationalité congolaise. Non. En tout cas, c'est difficile aujourd'hui. Nous n'avons que des services publics qui fonctionnent, mais les entreprises qui contribuent à l'essor même de notre économie, on ne peut pas en compter plus de 20. Et donc ça, c'est une difficulté importante à laquelle on doit, chaque Congolais, contribuer. Et alors, j'ai élaboré sur cette analyse une approche stratégique, mais qui a des incidences dans les résultats que je vais présenter à la fin. Et cette approche commence par l'analyse du potentiel économique que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons une population active qui est plus tournée vers l'économie informelle, tout simplement parce que l'État est démissionnaire dans l'organisation de l'économie nationale. Regardez combien nous avons de jeunes porteurs de métiers, mais dont la production est à l'échelle artisanale. Combien nous avons de politiques d'encadrement de la jeunesse tendant à fructifier les productions entrepreneuriales de ces jeunes-là. Nous sommes dans un vide. Et ces jeunes, la majorité, produisent ce qui est consommé par les Congolais quotidiennement. Et pendant cette période de Covid, ce sont ces jeunes qui ont fait vivre, qui ont assuré notre survie.
Et donc, je suis parti de cette économie informelle pour voir les jeunes suraires, le peintre, les cordonniers, les agriculteurs, le jardinier, le chauffeur de taxi-bis, de motard. Tous ces jeunes-là constituent un potentiel économique intéressant sur lequel on doit travailler pour finalement relancer notre économie. Ainsi, mon approche commence par une stratégie de ciblage. Cette stratégie de ciblage, c'est une stratégie très utile et importante dans le contexte de la relance parce qu'il va nous permettre de stratifier les filières économiques viables et celles qui sont capables de booster l'économie nationale. Ceci veut dire, lorsque vous allez dans l'arrière-pays, et même ici à Kinshasa, vous allez trouver qu'il y a des filières qui tiennent toute une province. On vous dit que dans cette province, on produit plus de l'huile de palme. Exactement. On vous dit dans telle province, on produit plus de l'arachide, de maïs, de manioc, ainsi de suite. Oui. Café. Du café, par exemple. Et donc, notre approche permet à ce que le gouvernement ou les acteurs ciblés dans le redressement de l'économie nationale puissent commencer par ce travail de ciblage de filières porteuses. Donc, les filières qui peuvent être encadrées de sorte que l'on puisse booster notre économie. Ceci va se faire dans chaque province, dans chaque territoire, dans chaque village, collectivité ou chefferie, pour finalement constituer déjà une base de données qui va permettre le travail que nous allons présenter juste après. Monsieur Grégoire, pour ne pas vous couper, mais je voudrais un peu compléter. Je reste dans la même stratégie dont vous avez dit, il faut une nouvelle stratégie de ciblage. Vous avez dit que notre 80% de l'économie nationale dépend de l'économie informelle. La Banque mondiale a financé, a octroyé un fonds d'un grand montant au gouvernement à l'entremise du président de la République. Un fonds considérable pour soutenir l'entrepreneuriat national. Récemment, la présidente de l'Assemblée nationale a donné un chèque d'un montant aussi que je ne vais pas dévoiler. Je me pose des questions. Aussi longtemps que notre économie nationale se retrouve à 80% dans les secteurs informels, quelles sont les stratégies, vous, en tant que formateur, quelles sont les stratégies que pouvez-vous proposer au gouvernement afin que eux puissent mettre en exergue, parce que l'entrepreneuriat cible tous les secteurs, comme vous le savez, les cordonniers, la maman maraîchère, c'est lui qui vend des huiles de palme, dans le banlieue, tout le monde. Quelles sont les stratégies pour que ce ne soit pas des personnes ciblées? C'est ça ce que je dis. Donc le travail en amont commence par le ciblage de filières. Les filières qui font vivre la petite économie. Et ces filières, la stratégie de ciblage va permettre à ce que l'on ait la connaissance de durée de processus de production avant de financer l'économie là. Et la stratégie de ciblage va permettre à la création d'une dynamique de développement intégrée à la base. C'est-à-dire que l'on finance l'économie en fonction de la production des autochtones. Oui. Hein, je suis dans les zones rurales. Exact. Mais également, le mérite de la stratégie, c'est qu'elle nous permet à déterminer la disponibilité de potentiel économique dans une zone rurale. Mais également, par la stratégie de ciblage, l'on peut arriver à créer des poules économiques. Il est déjà aujourd'hui connu de tout le monde que notre territoire national est subdivisé en 3 zones économiques. Et en dehors de ces 3 zones économiques, nous voulons qu'on crée des poules économiques concurrentielles dans les provinces. Mais avant d'y arriver, il faut commencer par les ciblages. Pour savoir si déjà on peut financer telle filière dans telle province, voici les répondants, voici le résultat à attendre dans autant de temps.
Parce que voici le volume du potentiel qui existe dans cette province. Effectivement. Et voici les ressources que nous pouvons disponibiliser. Oui. Donc c'est ça l'utilité de la stratégie de ciblage. Après cette stratégie de ciblage, nous avons la stratégie de professionnalisation. C'est-à-dire qu'il faut miter l'économie informelle vers l'économie formelle. Et ceci va avec les acteurs de cette économie. Donc, les tenants de métiers au niveau, à l'échelle artisanale, vont se voir quitter l'économie informelle vers l'économie formelle. Oui. Et donc, à ce moment-là, on est en train de professionnaliser. Avec tous les avantages aussi. Avec tout ce qui va avec. Donc, ils vont se trouver ici crédibles devant les partenaires financiers, même les partenaires techniques que nous sommes, parce que déjà quelqu'un qui a mité de l'économie informelle vers l'économie formelle va avoir beaucoup d'avantages en termes d'appui. Mais ceci va permettre que l'État puisse, au travers de son mécanisme ou ses mécanismes de contrôle, capter quelques capitaux auprès de ces entrepreneurs qui ont mité, qui sont partis de l'économie informelle vers l'économie formelle. Et à partir de la stratégie de professionnalisation, notre approche présente des avantages, tels que nous allons, au travers de la stratégie de professionnalisation, mettre en place un schéma de professionnalisation. Donc, comment on va le faire? Puisqu'on veut professionnaliser, comment on va le faire? Il faut partir de la formation professionnelle. C'est-à-dire que ces gens ils ont déjà des compétences innées, mais il faut professionnaliser ces compétences, les convertir. Et après cela, on peut financer et mettre ces entrepreneurs en réseau. Donc c'est ça le schéma que nous mettons en place grâce à la stratégie de professionnalisation. Et en dehors de ça, il y a un autre avantage, c'est la révalorisation du potentiel économique naturel. C'est-à-dire que vous avez un enfant dans un village qui se réveille le matin et vous dit: papa, je suis capable de produire, de transformer un bois et avoir une chaise. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est inné. Il y a des enfants dans l'arrière-pays qui font ce travail-là, qui peuvent vous dire: je peux travailler un bois, le transformer en œuvre d'art. Exact. Alors, le schéma de professionnalisation voudrait que cet enfant, ses aptitudes naturelles, puissent être converties en compétences. Mais restons ensemble. Ainsi, il va vivre de cela. Mais attends, restons même dans le même contexte. Oui. Cher Grégoire, nous avons su à l'époque de Hitler, Oui. on évaluait chaque enfant selon sa passion innée. On savait que cet enfant s'intéresse plus à l'ingénierie. Il aime bien fabriquer des jouets. On sait que cet enfant s'adapte plus dans les contextes médicinaux, traditionnels. Parce qu'on voit d'autres enfants qui ont hérité, n'est-ce pas, le métier de leurs parents. Exactement. Effectivement. Mais nous n'avons pas cette stratégie ici chez nous. Effectivement, notre stratégie de professionnalisation prend en compte cela. C'est ce que je dis. Le mérite de la stratégie, c'est la révalorisation du potentiel économique. C'est-à-dire que ces enfants qui héritent de métiers de leur père sans passer par une formation préalable, c'est-à-dire ces enfants ont en eux un potentiel économique qui est en état je dirais en état non exploité, et nous venons tout simplement à revaloriser ce potentiel-là en donnant une dose de formation professionnelle pour orienter, ouvrir les aptitudes de ces jeunes pour qu'ils deviennent capables de rendre un service professionnel qui peut en retour lui rapporter un certain capital. Mais également, le mérite de la stratégie, c'est la restructuration du marché de consommation et d'approvisionnement. Ça veut dire que déjà, nous avons une culture entrepreneuriale à l'échelle artisanale dans notre pays qui est tenue par cette économie informelle. Nous allons finalement, au travers de notre schéma de mise de professionnalisation de l'économie informelle vers l'économie formelle, faire en sorte que le marché de consommation et d'approvisionnement soit restructuré. Et ici, nous aurons des acteurs qui vont respecter le devoir entre partenaires.
Ça veut dire que par la formation professionnelle, nous pouvons facilement convertir un entrepreneur qui hier ne savait pas qu'il était, par exemple, fournisseur de services, puisse prendre conscience que désormais, c'est un fournisseur de services et qu'il a la possibilité de signer un contrat avec ce partenaire qui consomme ces services. Et demain, ce partenaire va devenir grand et va profiter de son rôle sur le marché. Mais également, il y en a d'autres qui sont producteurs, qui doivent savoir que autour de moi, je dois avoir tel partenaire financier, je dois avoir tel partenaire technique et quelles sont les relations à entretenir avec tel ou tel autre partenaire. Donc, c'est ça le mérite de la professionnalisation comme stratégie que nous appliquons dans le processus de financement ou de la relance de notre économie. Et notre dernière stratégie, c'est la stratégie d'alignement. Et donc, ici, nous venons tout simplement alerter l'autorité publique à comprendre que si vous voulez financer notre économie nationale, respectez ces schémas que nous vous proposons. C'est la stratégie d'alignement. Ça veut dire qu'il faut commencer par financer le secteur primaire vers le secteur secondaire et jusqu'au secteur tertiaire. Mais si vous faites l'inverse, vous allez vous retrouver dans la routine qui ne va pas être avantageuse pour notre République. Ça veut dire que ce n'est pas intéressant qu'aujourd'hui, l'on puisse créer des grandes entreprises, soi-disant grandes entreprises, qui ne vont rien produire. Je vous donne l'exemple de Boukangalonzo. On a créé, alors que dans l'environnement de Boukangalonzo, il y a des autochtones qui étaient dans l'agriculture, que l'on pouvait financer au travers d'un schéma comme on le présente et avoir une production concurrentielle à une seule entreprise créée. Et aujourd'hui, elle est en faillite. Mais excusez-moi, je vais rester parce que je ne préfère pas que vous puissiez vider vos poches pour que je pose des questions par après. Je pense que ça soit dans le même contexte dont vous êtes en train d'expliquer. Nous avons l'impression qu'en RDC, il y a un problème sérieux d'aménagement ou bien de ce qu'on appelle business market. À cibler les secteurs dont on veut établir un projet. On va trouver des spécialistes comme vous. Parce que, en commençant par la stratégie dont vous venez d'étaler ici, il faut les ciblages, il faut les professionnalisations, il faut pour atteindre des objectifs. Quelqu'un qui a déjà fait des années dans le secteur informel, il veut maintenant basculer. Ça sera facile, mais ça ne sera pas aussi facile. C'est difficile parce que ça prendra du temps. Il sait qu'il faisait ces histoires, il n'y avait pas de tracasseries, il ne devait pas payer quelque chose, mais maintenant il serait obligé de respecter les normes de l'État. Maintenant, nous avons vu le projet, je faisais allusion au projet Boukangalonzo dont vous avez touché. On a vu le projet Boukangalonzo. Nous pensons que lorsque l'État propose quelque chose, c'est pour le bien-être de la population. Et surtout, la population dont le revenu, n'est-ce pas, est moyenne au produit était très cher. Même lorsqu'on nous parle des logements sociaux, Kinshasa Oasis, un truc comme ça, ce n'est pas n'importe qui doit louer là-bas. Alors, quelles sont les stratégies dont le gouvernement peut mettre sur pied afin que ça puisse répondre aux besoins, n'est-ce pas, de la population dont le coût de vie, le mode de vie est moins, n'est-ce pas? Donc, classe sociale moyenne. Effectivement, je commence par le début. Vous avez dit que ça sera difficile de basculer de l'informel vers formel. Je vous dis que notre approche trilogique vient faciliter au même moment l'État dans le processus de financement de l'économie, mais facilite également le travail ou alors la tâche aux entrepreneurs qui sont dans le secteur informel. Comment cela se fait? Nous considérons, nous, que le temps que l'on prend pour créer une entreprise jusqu'à sa production, c'est un temps beaucoup plus coûteux que le temps que l'on mettrait pour faire professionnaliser les affaires de celui qui est dans l'informel vers le secteur formel. Pourquoi? Parce que ici, nous avons déjà un potentiel économique latent dans les ressources humaines, donc le capital humain, que nous allons recruter, nous allons sélectionner pour finalement en faire de petites et moyennes entreprises qui vont ensemble produire à l'essor même de notre économie nationale. Donc,
Ici, notre schéma est simpliste. C'est un schéma qui facilite la tâche aux deux partenaires. D'abord, les entrepreneurs eux-mêmes, mais également l'État, qui ne va pas plus dépenser comme il le ferait pour une nouvelle entreprise à créer. Ça, c'est de 1. De 2, nous disons que notre approche trilogique permet à ce que, déjà avec la stratégie d'alignement que je n'avais pas fini, je vous ai dit qu'il faut commencer par le secteur primaire et aller vers les secteurs secondaires et vers le secteur tertiaire. Quels sont les mérites de cette dernière stratégie? D'abord, on va créer un schéma de l'autofinancement de la chaîne de production de richesses. Donc, les entreprises qui sont créées au niveau du secteur primaire vont financer le secondaire. Et les entreprises du secteur secondaire vont également être obligées de financer les entreprises du secteur tertiaire. Parce que les besoins sont échelonnés de cette manière-là. Donc, vous partez du secteur primaire et il y a un besoin de transformation. Vous êtes dans le secteur secondaire et il y a un besoin de services qui doivent également accompagner cette transformation et vous êtes dans le secteur tertiaire. Donc de cette manière-là, vous allez alléger les choses. Mais dans toute cette chaîne de valeur, vous allez voir qu'il y a déjà des applications à l'échelle artisanale que l'on peut tout simplement imiter par la stratégie de professionnalisation que nous avons finalement proposée. Mais l'avantage également de la troisième stratégie ici, c'est la pérennité même des entreprises. Pourquoi? Parce que ici, le capital, c'est un capital national. C'est-à-dire que vous n'avez pas un capital étranger qui vient financer une économie nationale avec tout le risque que lorsque l'entrepreneur qui vient investir dans notre pays ne trouve plus son intérêt de rester dans notre système économique, il rentre et il part avec son capital. Et notre économie reste par terre. Donc, ici, nous allons créer une dynamique sur le plan national. C'est ainsi que même, il y aura des implications même sur la révalorisation de notre monnaie. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup d'économistes, d'acteurs dans ce secteur privilégient la monnaie unique qu'on est seulement le franc congolais au détriment du dollar. Mais comment vous allez le faire lorsque vous n'avez pas lorsque vous ne revalorisez pas le potentiel économique au niveau national? Tout vient, nous avons une économie qui est extravertie depuis des années. Donc il faut une production au niveau interne. Mais également, l'avantage c'est qu'on va créer une dynamique interne de production et de consommation, mais également on va maximiser les opportunités d'emploi. Tous les pouvoirs, ce sont les jeunes d'abord qui sont ma cible, mais également je suis en train d'interpeller tous les gouverneurs de province et que nous sommes prêts à vous accompagner dans la relance, dans la mise en place de plans stratégiques de relance de vos économies, respectivement dans toutes les provinces. Et nous sommes là, nous avons une méthodologie, nous avons notre approche qui est simple, pouvant vous permettre à mettre en valeur le potentiel latent économique que vous avez chez vous en province. Et ceci va aider les cadres macroéconomiques pour finalement avoir une économie stable. Donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus de théorie, mais on a besoin de praticiens. Donc, nous avons une approche qui est pratique. Vous nous posez la question, comment vous allez faire? Vous commencez par quoi et comment finir? On est pratique et on est ouvert. Donc, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions apporter. Et nous sommes déjà à l'œuvre, mais nous pouvons aussi étendre notre action à d'autres entités. Et nous attendons vos réactions. Mais également, je vous dis, nous sommes déjà à l'œuvre. Nous sommes en train de contribuer pour la République et nous voudrions que toutes les provinces puissent recevoir nos services, mais également nous donner l'opportunité d'encadrer les jeunes. Encadrer les jeunes. Voilà ce que nous avons comme message. Très chers entrepreneurs, merci pour votre fidélité à votre magazine Entrepreneuriat. Tout le plaisir était de notre côté de vous présenter ce nouveau numéro. À nous revoir très bientôt.